Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis, au nom de Brûlante et de l'AGCF, d'organiser cette table ronde au Picoulet. Déjà, Songjo, est-ce que tu peux présenter l'association Brûlante? Bonjour à tous et bienvenue et merci d'être venus. Moi, je m'appelle Sungju, je suis cofondatrice et co-directrice de l'association Brûlante. Juste pour quelques mots, l'association Brûlante est fondée en 2021. C'est une asso d'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est-à-dire on fait des ateliers, formations pour parler de l'intimité, la sexualité, aussi sensibilisation et identité LGBTQIA+, les émotions, le consentement, les limites, les désirs, comment on peut les reconnaître en nous, comment on peut les communiquer à nos entourages, et aussi les discriminations comme le sexisme, le racisme, LGBTphobie, comment ces discriminations peuvent emporter notre intimité, comment emporter notre intimité. Oui, et donc moi c'est Sylvie Lee de l'AGCF, du pôle éducation et prévention de l'AGCF. L'AGCF, c'est l'Association des jeunes chinois de France, fondée en 2009. Et nous sensibilisons le grand public et les élèves au racisme anti-asiatique. Et nous organisons également des événements autour de la double culture franco-chinoise. Et nous organisons également des événements autour de la diaspora chinoise pour mieux comprendre les vagues migratoires successives. Et donc ce soir, c'est une très belle collaboration entre Brûlante et l'AGCF autour de cette table ronde qui s'intitule Queer d'origine asiatique en France, représentation et discrimination dans la vie sexuelle et affective. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir 3 intervenantes qui représentent l'Asie de l'Est et du Sud-Est, parce qu'il a bien fallu faire des choix. Et donc, nous allons vous laisser la parole pour vous présenter succinctement, s'il vous plaît, en précisant également votre genre et votre pronom. Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Vanasai, je suis une artiste franco-laotienne. Voilà, et je suis une femme trans et mes pronoms sont elle. Bonsoir, je m'appelle Kiamé Trankyu, je suis une artiste asio-futuriste, solarpunk, non-binaire, et mes pronoms sont Yel. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Tsai Chen, mon pronom est il, lui. Je suis doctorant en anthropologie à l'Université libre de Bruxelles. Mais je fais mes études en France, c'est pour ça que je suis ici pour parler un peu de ma recherche, aussi de mon parcours avec vous. Avant de commencer la table ronde, c'est très important de définir certains concepts clés. Quand on parle de queer d'origine asiatique, on parle bien évidemment d'intersectionnalité. Donc, Sungjo, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité, s'il te plaît? Oui, en vrai, c'est un concept qui existe depuis longtemps dans les luttes militantes, dans tous les continents, tous les horizons. Mais justement, en 1989, Kimberly Crenshaw, une juriste, professeure afroféministe américaine, qui a théorisé cette notion intersectionnalité pour désigner les multiples discriminations qui sont accumulées. Par exemple, quand on est une femme noire, c'est pas qu'on vit le sexisme aujourd'hui et le racisme demain. Ce sont 12 discriminations qui articulent, qui créent aussi une nouvelle forme de discrimination. Là, on appelle l'intersectionnalité. Et cette notion comprend principalement 3 axes qui comprend race, genre et classe. Donc, tant qu'on parle d'identité queer et d'origine asiatique, ça sera une notion qui sera souvent abordée pendant la table ronde. Et la deuxième thème, ça sera queer, Q-U-E-E-R. Initialement, c'est un mot anglophone qui veut dire dégénéré, bizarre, et qui était ensuite utilisé aux personnes homosexuelles et trans, notamment aux États-Unis et en Angleterre. C'était en insulte, mais pendant les mouvements pour les droits des personnes LGBT, les militants LGBT, ils ont réapproprié cette insulte pour dire « Ok, on est bizarre, et alors ?» Et aujourd'hui, c'est un thème pour désigner les personnes qui sont au-delà des modèles dominants qui est cisgenre et hétérosexuel. Et du coup, c'est un grand parapluie qui englobe plusieurs identités de genre et orientations sexuelles. D'abord, poids culturel et tensions identitaires. Vous êtes vous identifiez comme des queers d'origine asiatique. Donc, Sungjo, je te laisse. Oui.
Donc, pour commencer cette table ronde, et vu que vous êtes concernés, et du coup, nous avons choisi d'aborder le sujet de coming out. Alors, juste un petit peu en coming out, ça veut dire le fait d'assumer son identité de genre et ou orientation sexuelle, et aussi dévoiler ou pas son identité à ses entourages, qui peut être la famille, les amis, les camarades, les collègues, etc. etc. Et justement, tous les coming out, déjà, ce n'est pas une obligation pour les personnes queer, et ça peut être selon les contextes et selon les interlocuteurs aussi avec qui on en parle. Et parfois, l'expérience de coming out peut apporter certaines violences qui peuvent être en mépris, déni ou carrément violence verbale ou physique. Et nous avons remarqué certaines personnes queer asiatiques, d'origine asiatique, témoigner aussi l'expérience de sentiment de déshonorer sa famille ou être en fardeau qui leur faisait hésiter cette étape. Mais malgré tout, coming out, c'est aussi d'affirmer son identité par soi-même, tout simplement. Et je voulais savoir donc, est-ce que pourriez-vous partager votre processus d'affirmation de vos identités queer d'origine asiatique, tant envers vous-même et aussi autour de vos entourages? Alors c'est vrai que moi, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, je suis eurasien eurasienne, d'un père vietnamien et d'une mère blanche française. Mon affirmation, elle s'est surtout faite à travers l'art. L'art, ça a toujours été un espace que j'ai créé de discussion et de résistance, un espace de résistance pour nourrir un petit peu ce qui manquait dans les réalités de ma famille. Pour comprendre un peu, contextualiser un petit peu, moi je viens j'ai évolué dans un milieu familial très violent, dont la principale cause directe était mon père. Donc j'avais une relation très conflictuelle avec mon père, et où je subissais aussi des violences, autant physiques que verbales et psychologiques. Et la manière dont se passaient ces événements, c'est que mon père ne verbalisait jamais ce qui motivait sa violence. Pourquoi est-ce qu'il était en colère? Donc il y avait toujours de la part des personnes qui le subissaient, donc moi-même, une forme de... On devait deviner qu'est-ce qui provoquait cette colère, parce que face à la colère, il n'y avait que du silent treatment. Je me rappelle qu'on lui demandait souvent pourquoi il était en colère, et en fait il était encore plus irrité qu'on pose la question, mais il ne répondait pas. Et quand il y avait des moments de violence, souvent je partais, je m'enfuyais chez des amis pendant quelques jours, je revenais, et après pendant plusieurs semaines en général, on ne se parlait absolument pas. Au bout de quelques semaines, le dialogue revenait, mais sans qu'on parle de ce qui s'était passé. Donc vraiment, il faut comprendre qu'il y avait un contexte de violence qui déjà n'était pas du tout optimal pour faire un coming out. D'autant plus que quand on ne sait pas ce qui motive la violence de la personne qu'on a en face, on a tendance à penser que ça vient de soi, et donc que ça vient aussi de tout ce qui compose son identité. Donc moi, je me suis aussi très vite persuadé que une des raisons pour laquelle mon père était en colère contre moi, pour laquelle il était violent contre moi, c'était le fait que j'étais queer. J'ai découvert ma queerness aux alentours de 13 ans, et pendant plus de 15 ans, vraiment, j'ai vécu terrorisé par ce secret. Vraiment, le climat et l'environnement que je vous décris n'était pas du tout propice, donc vraiment, je le vivais vraiment de manière très cachée. Et j'ai vécu un premier coming out forcé auprès de ma mère, donc ma mère blanche, qui paradoxalement était la personne en qui j'avais le plus confiance, celle qui me protégeait contre la violence de mon père la plupart du temps, et qui, en fait, l'a très mal pris. Donc ça a été une première expérience traumatisante. Elle m'a dit des choses très dures, notamment, je vais pas tout raconter, mais notamment le fait que si mon père l'apprenait, soit il me mettait dehors, soit il me tuait. Donc ça, c'était je pense qu'elle projetait aussi beaucoup sa propre expérience, parce que c'était aussi une femme qui a vécu la violence. Donc ça ne m'a pas du tout encouragé à faire mon coming out à mon père. Donc, suite à ce coming out traumatique, ma mère est revenue vers moi, elle s'est excusée, elle a dit qu'elle m'aimait comme j'étais.
tout va bien, mais bon, les mots ont été dits, donc il y a des choses qui restent. Et les années ont passé, je suis parti de chez mes parents, donc j'avais déjà cet espace déjà de ne plus être dépendant de mes parents. Et ma mère a fait une dépression parce qu'elle était la seule à connaître, à porter ce secret. Et à un moment où j'étais en visite chez eux, elle m'a demandé si je ne serais pas prête à faire à mon tour mon coming out à mon père et à mon frère, en me disant qu'elle avait plus ou moins tâté le terrain. Donc je me suis dit, bon, ok, allez, c'est parti, on y va. On est descendu, on a réuni mon père et mon frère, on l'a fait, j'ai fait mon coming out avec ma mère d'un air très très émotionnel, ma mère vraiment genre larmoyante, et en fait, contre toute attente, mon père m'a dit les plus belles choses de ma vie. Un père vietnamien, je précise. Et donc j'ai compris à ce moment-là que dans toute sa violence, sa colère, ça n'avait rien à voir avec ma coordination. Comme quoi il y avait beaucoup de projections qui s'étaient faites. Et comme quoi, donc, du coup, il déjouait tous les stéréotypes aussi qu'on pouvait avoir, comme quoi, finalement, dans les familles asio-descendantes, il n'y a pas de tolérance. Alors, je me demande à quel point le fait que je sois issu d'une famille eurasienne, donc moitié blanche, moitié viet et aidée, aussi en ce sens, d'une certaine manière. Mais bon. Et Vanessa, tu veux nous partager aussi quelques expériences? Oui, alors je vais pas être exhaustive parce que j'ai fait tellement de coming out que non, ça va pas être possible. Et je me dis peut-être, en fait, je pense qu'on est plusieurs personnes ici à avoir eu des expériences de coming out dans des contextes très différents parce que moi je suis franco-laotienne, j'ai grandi en contexte français, ce qui est très différent d'une personne franco-laotienne qui aurait grandi en contexte laotien, ce qui est très différent d'une personne franco-vietnamienne. Enfin voilà, toutes ces cultures sont très variées et donc j'essaye de réfléchir plutôt sur la diversité de coming out ou d'occasions de coming out que j'ai eues, parce que j'en ai fait à différents âges et pour différentes choses et face à différentes personnes. J'essaye de réfléchir sur qu'est-ce qui fait que certaines de ces expériences de coming out ont été positives, se sont bien passées, et qu'est-ce qui fait que d'autres coming out se sont mal passés. Et je pense que c'est peut-être des expériences qui sont très partagées par certaines d'entre vous, et je pense qu'on a une vraie réflexion collective à faire sur ce qui permet en fait au coming out de bien se passer, tout en se rassurant aussi sur le fait que puisque nous sommes ici en ayant parfois traversé des coming out qui ne sont pas bien passés, que c'est aussi des expériences qui nous permettent d'apprendre en fait et de partager ces connaissances. Donc peut-être je vais partager mon dernier coming out. Nous sommes en début d'année 2024 au Laos, dans un petit village dans les montagnes, qui est le village de mon père, qui s'appelle Mangkram. Et je suis en train de me rendre compte de plus en plus quand même que je pense que ce qui facilite dans mon cas les bonnes expériences de coming out, c'est quand il y a quand même une compréhension du contexte mutuel qui se passe plutôt bien. Enfin, quand il n'y a pas trop de malentendus, de clash culturels en fait trop présents. Ou alors quand il y a des grandes disparités culturelles, qu'on va chercher vraiment des terrains d'entente communs. Et donc là, moi, j'ai fait mon coming out le plus vraiment expérimental, parce que j'étais face à des cousines éloignées dans un village, dans le village de mon père. Et puis j'y étais en fait pour préparer un spectacle sur moi aussi, le fantôme de ma grand-mère. Donc, et j'avais très très besoin d'acheter une jupe que je voulais absolument acheter dans le village de mon père, parce que c'est un village où les femmes tissent des jupes. Et donc voilà. Et en fait je cherchais un moyen que l'une de mes cousines m'aide à aller acheter cette jupe que j'arrivais pas à acheter seule. Et donc en fait l'une des choses que j'ai trouvées douces dans ce coming out, c'est qu'il s'est passé que par... je pense qu'on s'est comprises sans jamais expliciter des choses qui auraient pu heurter en fait, la sensibilité en face. Donc évidemment, j'ai commencé par essayer de repérer la personne dont je me serais dit qu'elle serait la plus susceptible d'être réceptive à ma proposition. Et donc il se trouve que parmi mes cousines, et vraiment, je pense à elle avec beaucoup de tendresse, il y en a une
on hésitait en fait à échanger nos contacts Facebook, parce que moi sur mes contacts Facebook il y a beaucoup de photos moi nues, beaucoup de photos dans mon travail autour de la transidentité, et donc je me disais bon, si je commence à partager ça, il va y avoir un coming out involontaire, enfin il va y avoir des choses que je vais pas maîtriser dans la communication de mon coming out. Et puis cette cousine en face, je sens qu'elle est aussi un petit peu réticente, et en fait quand j'ai été voir son Facebook, c'est parce que c'était une personne donc dans ce village du Laos qui avait manifestement des relations avec d'autres femmes qui étaient extrêmement sensibles, qui n'étaient jamais explicitées comme des relations qui auraient pu être lesbiennes, mais quelque chose me faisait me dire qu'il pouvait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et donc il se trouve que culturellement au Laos, la deuxième question qu'on vous pose en général, c'est, donc la première c'est ça va bien, et la deuxième c'est es-tu marié? Voilà, donc on y va direct. Et donc voilà, j'essayais vraiment de botter en touche à ces questions, parce qu'en général, donc si vous répondez non à cette question, la question suivante c'est êtes-vous célibataire? Et là on fait oui. Donc vous n'êtes pas marié? Non. Donc vous êtes célibataire. Et en fait, on rentre comme ça dans des espèces de cercles pas possibles. Sauf que quand ma cousine m'a demandé si j'étais pas marié, je me sentais de commencer à... J'ai fait non. Et du coup, je lui ai demandé si elle était mariée de son côté. Elle m'a fait non. Et il y a eu un truc comme ça où, en fait, en restant dans des formes en fait, d'implicites, il y a des connivences qui se sont mises en place. Et donc, j'ai pu lui demander... si elle accepterait de porter, de m'aider à acheter une jupe. Et je pense que c'était une manière ajustée, dans ce cas-là, de faire un coming out. Donc, à travers vos témoignages, on comprend qu'on peut faire, par rapport à l'idée on fait juste un coming out dans sa vie, ce n'est pas le cas. On fait énormément de coming out, même plusieurs fois par jour, etc. Et en fonction de l'interlocuteur, ça peut plus ou moins bien se passer. Et donc, Tsai-Chun, comment toi, est-ce que tu es outé et si oui, vis-à-vis de qui? Et sinon, vis-à-vis de qui tu ne l'es pas? J'ai grandi dans un environnement très hétéronormatif, marqué par le familisme confucéen en Chine. Je savais que l'entourage n'était pas forcément accueillant pour les personnes comme moi, entre guillemets. Alors j'ai appris à m'adapter. Quand je parle de ça, je ne parle pas de la Chine dans son ensemble, mais de mon village natal, qui fonctionne comme une petite société avec les propres règles encore plus strictes que la société chinoise. C'est un village de lignage, ce qui veut dire que tout le monde partage le même nom de famille et descendant tous et toutes du même ancêtre. Mes parents, eux, n'ont jamais quitté ce village, situé au centre du pays dans la province du Hubei, la province de la ville de Wuhan, je pense que tout le monde le connaît. Mais moi, j'ai eu la chance de partir à l'université dans une grande ville à plus de 1000 km de chez moi parce que je voulais échapper de cet environnement. Et là-bas, j'ai pu goûter à plus de liberté et à une vie urbaine. Passionné par les langues étrangères, j'ai choisi d'étudier le français dans une université spécialisée en langue et culture étrangères. Mais même si la société chinoise reste assez conservatrice sur ces questions-là, mon environnement universitaire était plus ouvert et tolérant. Du coup, je n'ai jamais eu peur de parler de mon orientation sexuelle quand ça me et que ça me semblait naturel de les parler avec mes collègues à l'époque. En Chine, on dit souvent que les choses n'existent pas, donc on n'en parle pas. Et c'est justement ça qui permet à beaucoup de personnes LGBT+ chinois de vivre sans jamais vraiment faire le coming out auprès des parents, du moins qu'à la manière occidentale. Il faut bien comprendre que dans le contexte chinois et plus largement asiatique, faire son coming out, ce n'est pas forcément un signe qu'on s'accepte soi-même, même ça pose quand même un problème. Si on ne peut pas vivre ouvertement en dehors des normes hétérosexuelles, comment on fait? Certains évitent le mariage, mais d'autres choisissent ce qu'on appelle le mariage coopératif entre un homme gay et une femme lesbienne. On l'appelle Xinhun, juste pour satisfaire leurs familles respectives.
D'autres encore ont recours à la BMA, procréation médicalement assistée, parce que c'est un fils gay non divulgué avec un enfant sera toujours mieux vu, plus facilement accepté qu'un fils gay assumé et sans enfant. Ça permet aux familles de sauver la face ou bien sauver leur propre prestige vis-à-vis de la société. Bref, en Chine, faire son coming out, ce n'est pas juste une affaire individuelle, personnelle, c'est aussi une question familiale et sociale. Dans mon cas, je n'ai jamais fait de coming out à mes parents, mais ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas qu'ils n'acceptent pas mon homosexualité. Ce qui me fait peur, c'est que si j'en parle, ça sera eux qui deviennent rentrer dans leur propre placard à cause de la pression sociale du village. Pour l'instant, je préfère éviter ça, une manière de transmettre cette pression à moi-même, à mes parents. Mais bien sûr, ça ne pourrait pas durer éternellement. Avec le temps, le fait que je ne sois toujours pas marié va forcément soulever des questions, mais honnêtement, ça reste une préoccupation mineure par rapport à tous les autres enjeux qui façonnent ma vie aujourd'hui. Comment l'expérience de migration affecte la construction identitaire dans la vie affective et sexuelle? Tu peux nous partager un petit peu plus? Ok, c'est très bien que vous avez déjà évoqué le concept d'intersectionnalité et l'idée que nous avons toutes et tous une multitude d'identités, quel que soit de genre sexuel, ethnique, racial ou encore national. Ce soir, on parle des personnes queer d'origine asiatique en France. D'abord, il faut rappeler que ce terme renvoie à une catégorisation raciale et extérieure, c'est-à-dire à l'étiquette que les autres nous assignent et pas seulement les personnes blanches. Cette catégorisation repose souvent sur une vision simpliste qui tend à voir les personnes perçues comme asiatiques comme un groupe homogène et naturel sans forcément prendre en compte des dimensions essentielles comme la citoyenneté, l'apparence, l'appartenance sociale, l'âge, le genre, la sexualité ou encore le statut migratoire. Or, quand on parle de queer d'origine asiatique, on est loin d'une communauté homogène. D'abord, j'essaie de comparer les expériences des primo-arrivants et celles des descendants d'immigrés asiatiques. Je dirais que les primo-arrivants sont parfois moins sensibles aux discriminations qu'ils ou qu'elles subissent, que ce soit dans la vie affective et sexuelle ou dans la vie quotidienne en général. Pourquoi ? Parce que les discriminations qu'ils rencontrent sont souvent le résultat de multiples mécanismes d'exclusion liés à leur nationalité, leur statut socio-économique ou encore leur statut migratoire. Ces différentes formes d'exclusion s'imbriquent et se renforcent mutuellement, mais les primo-arrivants ont tendance à les interpréter autrement plutôt que de les voir comme une forme de minorisation raciale, comme c'est souvent le cas chez les descendantes d'immigrés. Ils les attribuent au fait d'être étrangers ou migrants ou de ne pas être encore bien intégrés, entre guillemets, dans la société d'accueil. Deuxième, je vais parler du cas des étudiants gays chinois pour illustrer la relation entre migration et la sexualité. D'abord, la quête de liberté sexuelle n'est généralement pas le principal moteur de leur migration étudiante dans le cas. Elle est plutôt une valeur intrinsèque liée à leur expérience de migration. Cette quête de la liberté sexuelle est souvent façonnée par des imaginaires et des représentations sociales de l'Occident comme un paradis gay. De manière similaire, leur socialisation au désir homosexuel est aussi influencée par ces images des hommes gays véhiculés dans les médias ou bien les produits culturels, par exemple les films ou séries LGBT+. Bien que ces contenus soient censurés en Chine, souvent le cas, la plupart des étudiants que j'ai interrogés y avaient accès et avaient été exposés à l'hégémonie
de la masculinité blanche. Cette représentation intériorisée avant leur départ déjà influence ensuite leur désir et leur choix de partenaire intime ou sexuel. Mais en arrivant en France avec l'image d'un paradis gay, beaucoup ne s'attendent pas à être confrontés à d'autres formes de discrimination, notamment le racisme sexuel et intime au sein même de leur communauté LGBT+. Alors, pour les descendantes d'immigrés, l'assignation à la catégorie raciale asiatique a toujours pesé leur vie quotidienne, mais je ne sens pas forcément légitime pour en parler en détail. Voilà, je pense que Vanessa et Canyon ont d'ailleurs d'autres choses à partager, je pense. Oui. Effectivement, en tout cas sur la communauté laotienne, moi je peux dire que je connais pas de personne qui ait fait la migration qui soit ouvertement out en fait ou ouvertement queer en fait dans les gens qui vraiment sont la première génération de migrants. Et je pense qu'effectivement pour nous descendanteux de ces migrations là, ça pose des problématiques en fait d'identification. Enfin, il n'y a pas d'oncle ou de tante dont on puisse se réclamer comme de modèle en fait. Voilà. Et après il y a aussi pour beaucoup des personnes qui ont migré dans des contextes de traumatisme, le traumatisme migratoire en fait bloque aussi l'accès à pas mal d'informations, rend les conversations et a fortiori les conversations intimes complexes. Donc je pense qu'il y a aussi déjà qu'on a du mal à avoir accès aux récits politiques, enfin avoir accès aux récits intimes, ça peut devenir vraiment extrêmement compliqué quoi. Et puis une deuxième chose que je voulais dire aussi en rebond aussi à ce que tu disais Kianoé avant, c'est que il n'est pas du tout question d'être prescriptive sur faut-il ou pas faire des coming out, mais quand même parce que je parlais du fait tout à l'heure que pour celles d'entre nous qui ont survécu à des formes de coming out violents, il y a évidemment toutes celles et ceux qui n'y survivent pas pour des raisons variées. Et donc, je pense que l'une des difficultés, ça fait partie évidemment de la charge mentale en lien avec les questions d'intersectionnalité, c'est qu'on est tout le temps, j'ai l'impression, on est en tout cas beaucoup dans des contextes d'évaluation de risque en fait, d'évaluation de risque soit sociale, soit d'évaluation de risque pour notre santé mentale en fait. Et parfois, il y a on se retrouve dans des situations où on est obligé de choisir le moindre mal quoi. Et malheureusement le moindre mal c'est un mal quand même. Je veux dire choisir pour sa survie personnelle de faire un coming out qui expose à l'ostracisme familial, c'est un mal. Choisir de favoriser l'harmonie sociale au détriment de l'honnêteté, peut-être, ou en tout cas de la possibilité de vivre sa vie comme on l'entendrait, ce qui, en ce qui me concerne, est plutôt le cas qui me concerne, c'est aussi, c'est pas top quoi, comme situation. Il y a pire, mais c'est pas top. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, qui concerne la représentation et l'absence de représentation des identités queer d'origine asiatique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la représentation, elle passe avant tout par des clichés, par des stéréotypes des asiatiques, des queers. Et au niveau des stéréotypes et des clichés, ils sont surtout véhiculés, ils ont surtout été véhiculés pendant l'époque coloniale des pays européens en Asie. Comment construire sa propre identité quand on est face à ce genre de clichés. Tu as dit tout à l'heure, c'est facile d'être gay, mais c'est pas facile d'être chinois, pas facile d'être asiatique en France, dans la vie affective et sexuelle. Ouais, en fait, ici, il s'agit vraiment de l'intersection de leur sexualité et identité ethnique ou bien raciale. C'est parce que c'était aussi l'enquête de terrain que j'ai fait pour ma recherche antérieure, c'était dans le contexte de la Covid-19. Du coup, il y avait vraiment la montée de racisme anti-asiatique. C'était dans ce contexte-là, mais surtout dans la vie affective et sexuelle des personnes queer asiatiques. C'est influencé par les représentations sociales, socioculturelles de cette catégorie de personnes, parce que
dans les médias, y compris les pornos, je parle plutôt des hommes gays asiatiques, sont souvent décrits comme qui ont des rôles passifs, efféminés, les choses comme ça. Ça se voit beaucoup dans les pornos et aussi dans les séries, les films, etc. Et encore d'autres aspects, parce que encore une fois, on va parler de l'intersectionnalité. C'est jamais seulement la masculinité qui joue dans ce processus. Il y a aussi l'aspect socio-économique, parce que les hommes ou bien les migrants queer d'origine asiatique sont souvent perçus comme ceux qui ont un niveau socio-économique subalterne par rapport aux personnes blanches. Aussi, ils ont un statut migratoire précaire. Du coup, forcément, entrer dans la vie affective avec ces personnes implique les soupçons. Ah, est-ce que c'est parce qu'ils veulent, comme dirais-je, avoir un mariage hypergamie pour marier quelqu'un qui a plus d'argent, qui a un statut social plus élevé, ou encore, est-ce que c'est un mariage pour avoir le papier en France? Et justement, aujourd'hui, on a 2 artistes qui travaillent ces questions de représentation et si j'ai bien compris, c'est aussi le cœur de votre travail artistique. Est-ce que vous pouvez nous partager comment construire sa propre identité intersectionnelle quand on ment du modèle? Et je pense, peut-être je vais donner la parole à Kianoué. Je pense qu'en soi, dans notre construction, on finit toujours par trouver des représentations, quelles qu'elles soient. Donc si on n'a pas en France, moi c'était mon cas à mon époque, on n'avait pas en France, je suis allé chercher aux États-Unis, ou alors en Asie, pas forcément dans mes cultures les plus proches, donc le Vietnam, mais plutôt les cultures que j'appelle hégémoniques en Asie, qui sont le Japon, Corée, Chine, parce qu'il y en avait, en vrai, des représentations queer. Et au fur et à mesure de mon travail, je me suis aussi aperçu que déjà des représentations, on en trouve aussi dans nos milieux intimes, dans nos familles, déjà descendantes, même s'il n'y a pas d'identité queer identifiée. On a tous, je pense, en tant qu'enfant queer, une personne dans notre famille qu'on préfère à une autre et on sait pourquoi. Parce que moi, je pense à des tantes qui étaient des rebelles, qui dégageaient une énergie plus masculine en fait. Ça a mis du temps pour que je comprenne en fait ce qui m'attirait chez ces personnes-là. Mais je pense que du coup, en travaillant un petit peu toute notre historique de nos crushs, que ce soit les crushs qu'on a eu dans des séries, d'arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces crushs. Est-ce que c'est parce qu'on veut leur ressembler? Et si on veut leur ressembler, quels sont les détails, quels sont de leur personnalité qui fait qu'on veut leur ressembler, ou est-ce qu'on a du désir pour eux, arriver à identifier ces choses-là. Et donc faire la même chose avec toutes nos représentations, pas que les représentations dans la culture, mais donc aussi familiales, etc. Ensuite, pour moi, c'est aussi passer par aller chercher les représentations qui existaient avant la colonisation en Asie du Sud-Est. C'est le travail que j'ai fait pour Siffler la nuit, donc l'insertion de performance dont je vous parlais. Je suis allé chercher tout un historique qui a été largement facilité par Internet. Ça a l'air qu'en fait, il y a des archives qui existent. Je vais vous parler plus particulièrement des représentations trans et non-binaires parce que c'est le cœur de mon travail. Mais ces identités-là, en Asie, avant la colonisation, étaient assises à des postes clés de chefs spirituels au sein de la société. Elles étaient clairement acceptées et on en retrouve dans quasiment toutes les cultures. D'autres conseils que je vous donnerais pour affirmer cette identité aussi, c'est déjà, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de commencer à relationner avec des personnes qui me ressemblent. Donc des personnes queer, ascendante, déjà de base, que ce soit amoureusement, mais aussi collectivement. C'est important de faire communauté avec des personnes qui nous ressemblent. Et quand je dis faire communauté, c'est-à-dire d'enrichir le lien, vraiment de se tirer vers le haut, de partager ses expériences aussi d'enfance. Dans la relation que j'ai pu avoir avec cette personne avec qui j'ai relationné, vraiment comme quoi je vous dis, si vous avez l'occasion de relationner avec des personnes queer asiates, c'est vraiment important. Mais
il s'est passé des choses assez incroyables que j'ai jamais vécues dans une relation. Je me souviens que son premier move, il m'a invité chez lui à manger du porc et des œufs au caramel, qui est vraiment genre un plat vietnamien genre typique. Donc vraiment, c'est la première fois qu'on me draguait en proposant d'aller bouffer viet. Et à la suite de ça, on a regardé plusieurs archives de Paris by Night, qui est donc une émission culte vietnamienne qui propose dans l'émission notamment des défilés de Ao Dai, qui sont donc les robes vietnamiennes. Et en fait, on regardait ensemble ces défilés comme juste des couleurs blancs, on regardait juste des fashion shows occidentaux, mais sauf que nous, c'était les défilés d'année en année des Ao Dai, qui sont les robes que je portais aussi quand j'ai décidé d'accepter ma féminité. Il y a beaucoup de personnes qui relationnent avec des personnes blanches, c'est pas le cas de tout le monde bien sûr, mais qui ne sont pas déconstruites et qui du coup vivent aussi de la violence au sein même de leur couple. Il y a souvent d'ailleurs une manière dans les dynamiques de couple entre une personne blanche et une personne racisée, surtout une personne âgée tendante, une décrédibilisation un peu du vécu qu'on peut vivre. Quand on relationne avec une personne qui nous ressemble, on a moins cette charge. Je vais aussi rebondir sur ce que disait Kanye, parce qu'en fait, effectivement, je pense que les modèles, ils existent très souvent, juste il faut savoir les regarder, et c'est pas les modèles qui sont les plus vectorisés, donc c'est là que c'est important de faire de l'histoire, de partager les références qu'on a, de partager les noms d'artistes. Là, je pense par exemple au collectif Nia Queer, qui vraiment travaille sur ces questions-là de manière assez importante, donc c'est des personnes qui permettent de se renseigner, mais effectivement, là, en écoutant Kanye parler, je me suis rendu compte, j'ai fait l'historique de mes crushs, et en fait, je viens de me rendre compte que sans doute que mes premiers crushs, c'était les grand-mères laotiennes pendant les mariages, quoi, dans leurs très belles robes avec leurs chaussures, tout ça, avec des perles et des nœuds. En fait, sur la question des modèles de représentation, par exemple, les modèles de femmes trans, notamment laotiennes et thaïlandaises, parce que les deux cultures sont très proches, ils sont très présents, mais malheureusement, ils sont très souvent très dévalorisés dans les représentations mainstream qu'on peut en avoir. Donc très souvent, quand vous avez des personnages de Kathoey ou de femmes trans thaïlandaises, c'est en lien avec le travail sexuel le plus souvent. Les parcours de vie, en fait, sont pas très valorisés quand on y a accès. Donc effectivement, l'une des premières choses à faire, c'est se rendre sur place, où on peut se rendre compte que beaucoup de femmes trans sont très intégrées dans la société. Au Laos, il y a des femmes trans qui travaillent au gouvernement ou dans l'administration. Donc, voilà, moi, par exemple, en ce moment, c'est vrai que la question des femmes trans contemporaines en Thaïlande m'intéresse beaucoup, parce que c'est aussi, alors en même temps que les héritages historiques sont hyper importants, puisque ce genre effectivement existait de manière précoloniale, c'est aussi un genre qui existe aujourd'hui, mais qui a muté du fait de la globalisation, c'est-à-dire que maintenant les femmes trans, tout en restant dans des matrices culturelles thaïlandaises, ont aussi accès aux technologies de féminisation de la médecine occidentale, et ça crée en fait des transidentités contemporaines que je trouve absolument fascinantes en fait à étudier, parce qu'en fait elles ouvrent des possibilités de métissage de technologies de transition qui sont extrêmement créatives en fait, parce qu'elles ouvrent des options. On peut choisir de faire certaines choses. Enfin, moi, il y a vraiment des technologies de transition asiatiques, vraiment lao-thaïlandaise que je trouve qui m'inspirent, et d'autres auxquelles voilà, je me dis ça correspond pas trop à des choses qui m'appellent, mais voilà, juste pour dire que effectivement ces représentations existent, mais que dans la manière dont elles sont partagées, elles manquent de diversité, et souvent elles manquent de valorisation aussi. Merci infiniment pour vos témoignages concernant la deuxième partie sur les représentations. Kanye et Tsai, vous avez déjà abordé en partie la troisième partie avec les expériences discriminantes que l'on peut vivre en tant que queer d'origine asiatique en France, dans la vie affective et sexuelle. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir davantage explorer cette partie-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous raconter vos différentes expériences de discrimination, de fétichisation, d'exotisation? Peut-être que vous ne les avez pas vécues, mais dans vos travaux, dans vos expériences avec vos amis, dans vos entourages, quelles seraient les informations, les expériences intéressantes à partager? Je dirais que pour ma part déjà, l'expérience des discriminations, elle se fait vraiment surtout au niveau intime quand je connais les gens, parce que du fait que j'ai un white passing de base sur les applis par exemple ou autres quand j'y étais,
Je le vivais moins tant que je le verbalisais pas, en fait. À partir du moment où je verbalisais, là, j'avais la violence. Des personnes qui sont plus identifiables tout de suite. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le white passing? White passing, oui. Le white passing, c'est le fait de, quand on est métisse, d'avoir un passing blanc, en fait. C'est-à-dire que les traits asiatiques sont moins reconnaissables que la majeure partie que les autres, et donc du coup, on bénéficie d'une forme de privilège parce qu'on est moins exposé à de la violence directe. Moi, j'ai pu avoir le fait qu'on m'a pris pour une réalisation d'un fantasme. Donc, c'est la fétichisation. À partir du moment aussi où dans les applications, je verbalisais le fait que j'étais asiatique, en fait, tout de suite, on ne te parle plus. Donc, typiquement, c'est terminé. Et après, alors, sans dire forcément des choses que j'ai pu vivre, mais bon, on a parlé de petites bites, etc. Mais il y a des injonctions, enfin, on pense aussi dans les imaginaires collectifs que tous les orifices des personnes descendantes sont étroits, et que donc, du coup, ça déculperait le plaisir sexuel, une fétichisation gaine. On le retrouve c'est quelque chose qui est apposé sur tous les corps descendants. Il y a aussi le fait qu'il y a une injonction à être imberbe, aussi à ne pas avoir de pilosité. Ce qui m'a pu à des moments aussi me complexer, parce que moi j'ai une forme de pilosité du fait juste de mon corps, en fait, j'allais dire de mon côté eurasien, mais en fait ça n'a rien à voir, il y a des asiatiques aussi qui ont des poils. Donc voilà. Et une troisième aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect juvénile, voire infantile qu'on met sur les corps ascendants, qui est souvent relié à de la pédophilie. On sait bien qu'il y a des personnes blanches qui se mettent avec des personnes asiatiques juste parce que ils ont l'impression de sortir avec des personnes qui sont mineures. Voilà. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'être la réalisation d'un fantasme. Voilà, c'est quelque chose que j'ai peu vécu. Mais j'entends à quel point, enfin voilà, n'ayant pas été exposé à cette problématique-là, je peux pas trop en parler. Par contre, ce dont je peux parler, c'est, je pense, de la difficulté, d'une difficulté qui est peut-être spécifique aux personnes métisses, et effectivement peut-être d'autant plus spécifique aux personnes qui ont un white passing, ce qui est mon cas aussi. Enfin, je suis pas forcément immédiatement identifié comme une personne asio-descendante. C'est qu'en fait, il y a un gros travail de décolonisation de nos propres imaginaires à faire, en fait, parce que comme on a une capacité, et je pense que pour des personnes qui ont été sociabilisées aussi dans des sociétés majoritairement blanches, c'est quelque chose qui est peut-être présent aussi. Mais voilà, en fait, d'accepter de se percevoir soi-même comme dans la réalité de nos corps, en fait, ça demande pas mal de temps, quoi. Et ça demande peut-être d'autant plus de temps pour les personnes trans qui peuvent avoir des dysphories, ou en tout cas des difficultés à appréhender leur corps dans leur réalité, ce qui n'est pas forcément mon cas en l'occurrence, mais voilà, enfin prendre le temps de s'apprivoiser soi avant que le corps en fait soit pris dans le prisme du regard de l'autre, c'est quelque chose qui peut demander du temps, quoi. Et effectivement, qui est parfois difficile, j'ai l'impression, à naviguer culturellement pour des personnes asiatiques, parce qu'effectivement les personnes asiatiques et notamment les femmes cis comme trans sont hyper sexualisées, c'est-à-dire qu'en fait on a des grosses injonctions à produire de la sexualité à des moments où en fait on n'est pas forcément très au clair par rapport à quels sont nos désirs, par rapport à quels sont nos corps, en fait, voilà, par rapport aussi à des choses dont Kianwei pouvait parler. Ça dépend évidemment du vécu de chacune et chacun, mais la sexualisation, elle peut être très précoce à des moments où peu de construction encore et peu de découverte de soi a pu avoir lieu. Donc voilà, je pense que là, il y a un gros travail des imaginaires érotiques collectifs à faire. Effectivement, les problématiques d'hypersexualisation des femmes asiatiques, cis et trans, et des enfants asiatiques est quelque chose de très prégnant dans la culture. Je pense que c'est quelque chose qui est si prégnant dans la culture que parfois ça passe, en fait, on se rend plus compte de la violence de certaines de ces représentations, et que ça fait partie des espaces dans lesquels il est important d'être vigilant, en fait, et de savoir à minima nommer et au mieux signaler, en fait, des imaginaires de ce type-là, quoi. Et en même temps, il y a
je vais dire quelque chose qui n'est pas forcément très politiquement correct, j'y vais. On n'est pas filmé de toute façon. Non, mais l'une des choses qui est problématique aussi, c'est que, évidemment, tout en préservant nos intégrités et nos dignités, des fois c'est compliqué pour nous de se redonner accès à nos propres sexualités parce qu'en fait on peut avoir tellement peur d'être objectivé qu'en fait s'autoriser à être soi-même et à se valoriser soi-même dans la singularité de nos corps, ça peut être une chose qui est un peu compliquée. Je vais essayer de m'exprimer un tout petit peu plus clairement peut-être, parce que je sens que je ne suis pas clair, parce que j'ai du mal à le penser. Mais je pense que ça renvoie à des choses que Kian Wei disait dans le fait d'être reconnu en tant que personne asiatique. Quand on relationne avec des personnes asiatiques, nous reconnaissons nous comme nous-mêmes lorsque nous sommes dans nos sexualités en fait. Et j'en suis pas certaine. C'est là que je pense qu'il y a un gros travail de déconstruction à faire parfois, et que parfois aussi savoir valoriser, non pas fétichiser, mais valoriser nos singularités, y compris nos singularités qui ont trait à nos ascendances asiatiques, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être en puissance. Moi, je veux bien témoigner, je suis perçue comme femme et je pense que l'expérience est encore différente. Du coup, j'ai croisé beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes blancs qui me disaient « Ah ouais, c'était mon rêve de coucher avec une femme asiatique ». Et je me sens en fait, je suis une trophée en fait. Et ouais, je pense que je rejoins assez cette notion-là. Ouais. Le concept, c'est Yellow Fever des Asiatiques, des Occidentaux qui ne relationnent qu'avec des personnes asiatiques, comme si on était des objets, des trophées, comme tu dis. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, c'est intéressant de mentionner le livre de Asiatique et Gay, une vie de lutte de Jean-Baptiste Fou, dans lequel il y a tout un passage sur le racisme anti-asiatique. Et Tsai Chen, on aimerait également t'écouter concernant les expériences discriminantes que tu as pu observer ou écouter lors de tes interviews. Ok, je pense que beaucoup a été déjà dit, donc je vais plutôt faire une petite synthèse, voilà, sans exemple concret. D'abord, je pense qu'on a mentionné plusieurs formes de discrimination ou bien racisme sexuel ou intime anti-asiatique dans la vie sexuelle affective. D'abord, il y a des stéréotypes, microagressions, toutes sortes de stéréotypes des femmes ou des hommes queer d'origine asiatique en France, mais je ne vais pas citer tout ça encore. Après, deuxième, on a une forme directe du racisme sexuel ou intime, souvent qui se base sur les applications de rencontres qui excluent certains groupes de personnes en fonction de leur origine présumée, voilà. Mais ce n'est pas que les Asiatiques qui sont les victimes, d'autres groupes minorisés ou bien racisés en sont victimes aussi. Et d'ailleurs, les personnes asiatiques peuvent aussi exercer le même type de racisme à d'autres groupes racisés. Voilà, parce que nous sommes dans ce système de domination, de suprématie blanche. Les gens sont influencés par cette idéologie blanche. Du coup, on reconnaît que certaines personnes asiatiques, elles aussi peuvent exercer ce racisme contre d'autres groupes minoritaires. Et après, on a beaucoup mentionné la fétichisation raciale, voilà. Mais en même temps, il y a aussi certaines personnes asiatiques qui racialisent aussi les personnes blanches. Cette fois-ci, c'est pas racisé, mais racialisent. Du coup, on a aussi les termes comme Potato Queen, reine de pommes de terre, ou bien dans le langage des Chinois, c'est plutôt la sœur qui ne mange que la cuisine occidentale, pour désigner quelqu'un qui ne sortent qu'avec les personnes blanches. Et encore, dernière chose, je voudrais ajouter, c'est plutôt une forme plus subtile, plus souvent indirecte, c'est l'incompréhension des partenaires non asiatiques sur le racisme anti-asiatique. On parle aussi de la micro-invalidation qui se manifeste par la négation ou bien la minimisation des identités des individus et leurs valeurs, ainsi que de leurs expériences
en tant que minorité racialisée. Cela se produit notamment lorsque le partenaire non blanc ignore leurs expériences du racisme, soit en minimisant leur vécu, soit en restant passif face à des remarques racistes. On pourrait aussi, parce que c'est très comparable avec le racisme anti-asiatique en général, parce que c'est assez récent que le racisme anti-asiatique est enfin sorti de l'ombre, parce que c'était souvent sous couvert d'un racisme qui se veut bienveillant, qui considère que la communauté asiatique est le modèle Minorité modèle. Tout à fait, voilà. Parce que j'aime pas ce terme, je me rappelle même pas. Voilà, mais vous le savez. Du coup, c'est aussi dans cette logique-là que certains partenaires, même s'ils sont pas racistes, ils sont pas fétichistes, etc. Mais parfois, ils n'arrivent pas à comprendre ou reconnaître le racisme subi par leurs partenaires. Dans la vie quotidienne, ça pourrait entraîner une forme de charge psychologique, etc. C'est plutôt une forme de discrimination plus indirecte. Voilà. Et justement, je vais revenir sur le sujet que Vanessa t'a rapidement exploré. Est-ce que vous vouliez nous parler un peu plus sur quelle discrimination pour vivre plus spécifiquement les personnes trans et non-binaires d'origine asiatique? Si vous voulez partager quelque chose. J'ai presque l'impression qu'il y a, dans une société majoritairement blanche, qu'en fait il y avait un élément de queerness qui était implicite parce que en fait on ne représente pas comme asiatique, on ne représente de toute façon pas une forme de norme de masculinité. Donc il y avait un truc où j'avais l'impression que tous les hommes asiatiques, y compris les hommes cis hétéros, en fait étaient perçus de toute façon comme des catégories d'hommes. Selon une catégorisation évidemment raciste héritée du colonialisme, mais moindre, donc quelque chose quand même déjà de l'ordre de la queerness en fait dans la masculinité asiatique telle que je pouvais l'apercevoir quand j'étais enfant, quoi. C'était très présent dans ma tête que les enfants, que les hommes de la communauté laotienne n'étaient pas des hommes blancs. Enfin, c'était vraiment un truc que je percevais très fort, quoi. Mais en même temps, c'est assez marrant parce que, et ça, l'expérience de la transition, en fait, le marque très très fort, effectivement, la très très grande différence entre la sous-valorisation érotique dans la culture blanche des hommes asiatiques, à l'inverse de l'hypervalorisation sexuelle des femmes asiatiques. Ça, c'est un truc qui est hyper sensible quand on en fait, ce qui a été mon cas, l'expérience. C'est vraiment, c'était très très étonnant. Enfin voilà, l'une des questions que je me pose, pour le dire autrement, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de saisir cette spécificité du fait que les hommes asiatiques n'incarnent pas une forme de normalité masculine blanche? Est-ce qu'en fait, c'est pas une opportunité quelque part? Est-ce que c'est pas une opportunité qui est donnée de déconstruire les images normatives de la masculinité d'une manière générale? Enfin, je veux dire, j'ai l'impression aussi que plutôt que de... Et ça représente l'un des risques j'allais dire de collusion, le terme est mal choisi, mais en fait je pense que c'est très important pour les communautés laotiennes, asiatiques, ou laotiennes en tout cas, mais de faire en fait des formes de résistance à l'assimilation culturelle blanche, pour le dire de manière rapide, parce qu'en fait il y a aussi des valorisations des modèles culturels, tout n'est pas magnifique dans la culture laotienne, mais il y a des formes d'alternatives culturelles qui sont présentes, qui sont en fait plutôt à valoriser plutôt qu'à lâcher, quoi. Et pour moi, par exemple, à l'endroit des masculinités, ça vaut. Je pense qu'il y a des modèles de masculinité culturelle laotienne qu'il serait intéressant de valoriser, en fait, et autour desquels il serait intéressant de communiquer dans la culture plus générale. Et tu avais évoqué un point hyper intéressant, que l'idée d'utiliser le regard fétichisation raciale comme un outil de empowerment pour les personnes queer et d'origine asiatique. Est-ce que tu peux en développer un petit peu plus? Oh, et ça j'avais bu quand j'ai dit ça.
On a ce noté. thé était beaucoup trop fort. Non, parce que ce que je veux dire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que plutôt que de subir en fait des formes de fétichisation, j'aime pas trop le terme d'auto-fétichisation, mais d'auto-valorisation. Par contre, oui, je pense qu'il y a des formes d'auto-valorisation de nos spécificités qui peuvent devenir sexuellement empouvoirantes, parce que quand même l'idée, c'est puisqu'on est aussi dans une table ronde où il est question de santé sexuelle, je pense que la question d'avoir des sexualités épanouies, oui, c'est important. Je rebondis sur ce que tu as dit, sur le fait de s'auto-valoriser. Moi, dans mon travail, depuis Siffler la nuit, je développe aussi le concept des malédictions en fait, qui sont imposées sur les corps. Je n'ai pas beaucoup parlé de la partie performance de cette installation, mais justement, j'ai pour la première fois développé un travail collectif avec des personnes queer ascendantes, où l'idée c'était de communier spirituellement et collectivement pour briser les malédictions qui avaient été imposées sur les corps, les identités de genre, les sexualités. Moi j'utilise le mot malédiction parce que pour moi les malédictions elles sont palpables dans la réalité. Une malédiction, qu'est-ce que c'est ? C'est un geste, un mot, une insulte qui est répétée de manière systématique sur un corps jusqu'à ce que la personne soit persuadée que ce soit vrai. Donc c'est ça les malédictions. Donc c'est une question de geste, mais c'est de langage et donc de réappropriation de sa manière de langage. Donc par où ça passe, ça rejoint un peu ce que tu disais dans l'auto-valorisation. Mais en fait le but c'est parfois de déposséder les mots de leur sens violent, de leur sens péjoratif. Par exemple, en le répétant à l'infini, en appelant du rire, le rire ça désarme. Il suffit des fois d'enlever cette substance des mots à travers le rire, par exemple. C'est aussi, moi ce que j'utilise beaucoup, le retournement du stigmate. On en a parlé avec le mot queer, par exemple. On peut aussi très bien, en tant que personne identifiée comme masculine avec une forme de féminité, vouloir réclamer cette féminité et remercier l'univers pour cette féminité. Utiliser le langage poétique pour arriver à ce basculement. Je me rappelle d'extraits de textes que j'écris où je me dis la prochaine fois faites que jeunesse queer ou merci pour ta finie, je me remercie, on se remercie collectivement, on va citer ensemble tous les corps qui ont été abîmés. Dans Sifflani, je fais un prêche en fait collectif où avec mes performeurs, donc on est plusieurs, on est collectivement, et on va se prendre dans les bras, on va former une espèce de chorégraphie de tendresse en se réclamant ces corps qui ont été abîmés et en nous apportant une forme de paix et d'empowerment, comme tu disais. Je voulais juste rebondir sur ce que Vanessa avait dit, une forme de auto-empowerment, parce qu'on va penser plutôt à ce qui se passe en Asie, mais aussi un peu dans l'Occident aussi, parce qu'il y a aussi une forme comment dirais-je, il y a le terme sticky rice, le riz gluant, c'est les personnes asiatiques qui sont attirées que par les personnes asiatiques. On parlait beaucoup de ça dans le contexte occidental, mais en Asie, actuellement, il y a vraiment l'émergence d'une forme d'intimité interasiatique, parce que le monde est en train de se transformer, même malgré que la blanchité reste toujours hégémonique, mais il y a une nouvelle forme d'intimité interraciale. Par exemple, en Asie, je prends l'exemple en Chine plutôt parce que, comme vous le savez, que la Chine monte sur la scène internationale et puis il y a beaucoup de migrants aussi occidentaux, surtout blancs en Chine. Et puis, j'ai lu une étude qui est très intéressante qui raconte que pour certains gays, hommes chinois, ils considèrent les partenaires occidentaux comme une forme de collection de timbres, parce qu'ils sont considérés comme un peu trouvés aussi, mais plutôt timbres, parce qu'ils sont considérés comme des partenaires idéaux pour le sexe, mais pas pour relations de long terme. Du coup, même ce soir, on parle beaucoup de victimité des personnes queer asiatiques, mais cette idéologie
raciste reste toujours là. La question, c'est plutôt cette idéologie raciste qui règne ce monde. Je trouve qu'on voit aussi à quel point c'est compliqué en tant que communauté d'arriver à sortir de ce modèle-là. En tout cas, c'est ce que je remarque beaucoup. J'essaie vraiment, moi de mon côté, dans mes œuvres, d'appeler les Asiatiques à crier, à se mettre en colère. Et j'ai l'impression que, force est de constater que quand les personnes descendantes vont se mettre en porte-à-faux de cette expression, il y a toujours cette injonction un peu à la docilité, à la discrétion qui fait qu'on s'empêche encore de prendre l'espace, on s'empêche d'être vraiment en colère. C'est vraiment genre, non, on n'est pas comme ça, on est en colère. Non, c'est pas ça la colère, il faut aller dans des rage rooms et apprenez à crier, à casser parce que c'est important. Même je trouve qu'il y a tellement de racisme internalisé à déconstruire. Je me suis rendu compte moi-même en fait que inconsciemment, quand je voyais une Asiatique en colère, j'étais en mode toi t'es un peu trop présent, alors que c'est exactement aussi ce pourquoi je milite, et donc de comprendre aussi que moi-même en fait mes automatismes c'est de même pas de pas soutenir en face quelqu'un qui va se montrer un peu trop entreprenant. C'est ce qui fait aussi qu'on a du mal à relationner. Je parlais tout à l'heure de relationner avec quelqu'un qui nous ressemble, mais tous ces imaginaires ont fait que parce qu'on a appris à ne pas avoir de désir ni pour ce qui nous ressemble ni pour nous-mêmes en fait, on a du mal à relationner avec les personnes qui nous ressemblent. Donc c'est vraiment quelque chose à déconstruire. Je vais juste rajouter un truc aussi pour moi qui me paraissait important. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal minimisé le fait que dans les relations interraciales blancs et racisées, il y a quand même énormément de racisme de la part des personnes blanches. Et c'est important de le dire pour quand même responsabiliser les personnes blanches dans ces dynamiques où il y a des personnes qui effectivement vont pas être vocales par rapport à l'expérience de son conjoint, mais il y a aussi des personnes qui reproduisent énormément de racisme dans ces dynamiques-là, qui ne sont pas que du fétichisme. Il y a plein d'autres formes de racisme. Le racisme, c'est pas un gros mot, c'est juste quelque chose qu'il faut déconstruire, qui est en chacun de nous. Tu l'as très bien dit aussi, même nous on reproduit des dynamiques avec d'autres minorités, mais on reproduit aussi des dynamiques avec nos propres minorités. Le colorisme, etc., c'est des réalités aussi. Mais voilà, il paraît important de vraiment responsabiliser les personnes blanches, de se remettre en question et de se déconstruire aussi sur l'historique du racisme qui vient de la colonisation auprès de toutes les minorités. Merci infiniment à vous pour cette superbe table ronde très 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 riche.